Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean Jack, je suis besoin intensif de cardiopédiatrie et je commence la partie technologie Palo avec la première demi-heure sur les aspects cardio. Donc en gros, on va faire quelques petits rappels sur cette pathologie et surtout la prise en charge, on va dire, préopératoire. Je dirais un petit mot à la fin de suivi un peu à l'interne, mais on va surtout s'intéresser à la prise en charge un peu des nouveaux-nés avant le bloc. Voilà, donc bon, c'est, on va dire, parmi les cardiopathies un petit peu complexes, en vrai, en gros, les CIV, les CIR, c'est la plus fréquente, oui, la plus fréquente, c'est entre 6 et 10% des cardiopathies congénitales. Euh, c'est une cardiopathie, voilà, qu'il faut bien connaître, qui est connue depuis très longtemps. Les années 1600, on parle des syndromes des bébés bleus, etc. C'est M. Palot, donc un Français, qui a décrit les quatre anomalie anatomique typique de cette cardiopathie à la fin des années 1880, 90. Voilà, aujourd'hui, on sait diagnostic anténatal et le pronostic est très très bon. Euh, donc, ça fait partie de la grande famille des cardiopathies cyanogènes. Si on parle des deux familles cliniques, hein, c'est les nouveau-nés, cardiopathie cyanogène, euh, plutôt tableau d'insuffisance cardiaque. Si on parle de la famille un peu embryologique, on peut plutôt le placer dans la famille des cardiopathies conotroncales. Vous savez, euh, tétralogie, donc pour quatre anomalies que je pense que vous connaissez. Donc ces quatre anomalies, c'est ça marche le pointeur, c'est pas grave. Les quatre anomalies, ce sont donc la dextro-opposition de la horte, les à cheval sur cette CIV, donc conoventriculaire, le rétrécissement de la valve pulmonaire et l'hypertrophie du ventricule droit. C'est ce qui est représenté sur ces deux schémas. C'est la description historique par M. Palot de ces anomalies anatomiques. Mais je pense que vous le savez peut-être. En fait, ces quatre anomalies, on ne les range pas tout à fait sur le même plan. Elles découlent toutes en fait d'une seule anomalie sur le plan embryologique. On parlerait peut-être plutôt même d'une monologie, puisqu'en fait, l'élément déterminant au point de vue embryologique, c'est la déviation antérieure, la bascule antérieure et droite du septum conal. Et ça se fait. Donc le septum conal, c'est la partie du septum qui est entre les deux valves, la partie qui est pulmonaire. Et donc, c'est une partie qui se forme en même temps que le wedging. Donc, ça, c'est une étape embryologique juste après la loupe, où là, ceux voilà, qui connaissent un peu, où c'est la zone aortique en fait qui va tourner sous l'influence des cellules de la crête neurale pour aller se positionner à l'endroit habituel. Et en même temps que ce wedging, eh ben, il y a la formation de septum conal, à la fois par ce déplacement et puis par l'adjonction de myocarde via l'air cardiaque antérieur. Bref, donc ce qu'il faut retenir, c'est voilà, cette monologie qui est due en fait à une anomalie de cette rotation au niveau embryologique vers J45 à peu près. Euh, et donc cette anomalie fait que le septum conal reste dévié antérieurement et à droite. Et donc c'est ça qui crée bien sûr la CIV, la sténose pulmonaire, puisque la déviation antéro-droite va empêcher la formation de la voie VDAP. L'hypertrophie du ventricule droit, bien sûr, en même temps qu'une conséquence de la sténose pulmonaire. Voilà. Et donc, à la fois pour le wedging et pour la septation, on va dire, au niveau conal, il y a un rôle important des cellules de la crête neurale, ce qui explique l'association avec un certain nombre de pathologies, notamment le syndrome de Dijon. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse un peu plus que l'embryologie, je pense, c'est ça, donc la physiologie préopératoire. Comment sont les patients quand ils arrivent au bloc depuis plusieurs mois? Ils sont dans une physiologie de chien de droit-gauche. Donc, vous avez tout qui est représenté sur ce schéma. Ah si, ça fonctionne, pardon. Donc, la CIV avec la horte à cheval, la sténose pulmonaire, l'hypertrophie du ventricule droit ici avec les traits un peu en gras. Et donc, cette physiologie, c'est simple, c'est un chien de droit-gauche. Pourquoi? Parce que la pression, on va dire, la sténose fait que la voie de sortie du ventricule droit est bouchée. Donc, on sang va avoir tendance à plus passer dans la horte. Et donc, on a une adjonction de sang bleu sur le sang rouge, ça fait du sang violet. Donc, on est dans le cadre d'une cardiopathie cyanogène avec un débit pulmonaire qui est toujours inférieur au débit systémique, parce que le chien, au niveau ventriculaire, est toujours droit-gauche. Alors, je ne sais pas si vous avez encore fait les calculs de QPPS et tout ça, mais si vous pouvez vous amuser à les faire. Si on a une SAT à 85%,
dans l'aorte, ça signifie que le QPQS est à 2/3. Et c'est le cas de la majorité des patients. Voilà, sachant que si on tombe en dessous de 2/3, on peut avoir quand même des soucis. Voilà. Donc pour la physiologie, voilà. Alors pour la clinique néonatale, très souvent, comme je vous l'ai dit, on a déjà le diagnostic, hein, mais ça arrive encore dans un certain nombre de cas. C'est vrai que dans toutes ces présentations sur le panneau, on parle toujours de diagnostic à la naissance. Bon, aujourd'hui, le diagnostic il est déjà fait, hein, on est d'accord. Mais quand même, il y a juste quelques messages simples qui ne sont pas inutiles, je pense, de garder en tête. Donc, même juste ce dessin-là, en fait, voilà, c'est un bébé bleu qui souffle et qui va bien. En gros. Bébé bleu qui souffle, qui va bien, tout content. Voilà, ça, c'est un phallo, typiquement. Euh, Puisque, comme dans toutes les cardiopathies cyanogènes, on va avoir une cyanose qui est isolée, très bien tolérée, qui contraste avec un examen respiratoire et neurologique tout à fait normal, et qui est réfractaire à l'oxygène que les pédiatres mettent généralement quand même à la naissance quand la SAT n'est pas optimale. Voilà. Donc tout ça, ça peut évoquer une cyanose d'origine cardiaque, en tout cas sur un chien de droit-gauche, associé à un souffle, par argument de fréquence, c'est une tétralogie de quoi. Voilà. Et en tout cas, on peut le prendre en charge comme tel. Bon, comme je vous disais, parfois on peut avoir des signes d'association syndromique, encore plus rare de découvrir ça en post-natal, mais ça peut arriver. Dans mon George, bon, c'est pas forcément évident à le voir en dysportose, 2021 plus. Puis il y a aussi plein d'autres, hein, vous avez vraiment les deux principaux. Voilà pour la clinique, vous m'arrêtez hein, si je pense que c'est des trucs un peu connus, assez vite. Voilà, désolé pour la qualité. La fameuse radio classiquement décrite depuis une dizaine d'années, c'est les poumons clairs, le cœur en sabot. Les poumons clairs, pourquoi? Parce que vous avez compris que, comme je le disais dans la diapo physio, on est dans le cadre cyanogène avec un champ de droit-gauche et un débit pulmonaire qui est toujours inférieur au débit systémique. Donc on a des poumons qui sont hypovascularisés, plutôt clairs sur la radio, avec voilà, cet aspect de cœur en sabot, c'est déjà bon, faut voir le sabot sur l'image hein, pour comprendre pourquoi on appelle ça cœur en sabot. Et puis c'est surtout retrouvé de façon très inconstante. N'empêche que, voilà, si on a, dans les rares cas qui existent quand même, hein, on n'a pas de diagnostic anténatal, le bébé bleu qui va bien, qui souffle avec des poumons clairs, voilà, ça aide quand même au diagnostic. Euh, on peut avoir des idées aussi à l'ECG, bon, qui évidemment retrouve un axe droit, mais ça c'est classique chez tous les bébés, et surtout cette hypertrophie du ventricule droit, là, vous voyez dans les dérivations V1, V2, là, avec vraiment un QRS qui est très très positif dans ces dérivations, ça c'est qui sont un peu positifs, c'est classique, mais à ce point-là, c'est quand même très évocateur d'une surcharge droite barométrique. Voilà, évidemment, je suis passé un peu vite parce que bien sûr, tout repose sur l'échocardiographie, même si on peut commencer la prise en charge sur la base de ce que je viens de vous dire avant, hein, la clinique, la radio. Ça peut suffire. Voilà, l'écho, elle va nous servir à faire le diagnostic, comme on a vu avec les anomalies constitutives. Et elle va servir à trois autres choses, on peut dire. Premièrement, on va voir la sévérité de l'obstacle et la perméabilité du canal. Et ça, c'est deux éléments qui sont fondamentaux pour savoir comment on va manager le bébé à la naissance. Voilà. Pour savoir comment le manager à la naissance, outre la clinique et la consultation en quotidienne, les deux éléments échographiques fondamentaux, c'est l'obstacle et le canal. L'obstacle, la localisation, vous savez que dans la tétralogie de Fallot, par la description classique d'un obstacle qui est valvulaire, mais il y a très souvent un obstacle infundibulaire associé, sous-valvulaire, et il y a parfois même des obstacles supravalvulaires qui sont décrits. L'obstacle valvulaire, on va regarder la taille de l'anneau, cette score, on va essayer de regarder la morphologie de la valve. L'obstacle infundibulaire, donc l'infundibulaire, c'est la voie de sortie du ventricule droit, c'est la troisième partie du ventricule droit. Donc ça, c'est des obstacles musculaires pour avoir une composante dynamique contraire. Voilà, donc sur ces obstacles, comme pour tout obstacle valvulaire, la sévérité, elle va être déterminée par si un Doppler continue sur cette voie de sortie. On va regarder la Bmax, le gradient moyen. Les pressions dans le ventricule droit, c'est un autre reflet évidemment de la sévérité de la sténose.
Et puis la fraction systolique du ventricule droit qui peut être systolique et diastolique d'ailleurs, peut être plus ou moins altérée en fonction de la sévérité de la sévérité. Donc ça, tous ces éléments-là, ça nous donne, on va dire, une idée de la sévérité de l'obstacle, la sévérité et de la localisation de l'obstacle, qui sont les deux éléments importants. Ok. Donc, l'obstacle et le canal artériel. Bon, les collatérales, c'est exceptionnel, c'est plutôt dans les formes d'abso, mais voilà, la perméabilité du canal, c'est un élément très important pour savoir prendre les bonnes décisions à la naissance. Bien sûr, on fera une analyse séquentaire complète, hein, on regarde les anomalies associées et possibles et imaginables. Mais parmi toutes ces anomalies, il y en a 3. On va chercher un peu plus, puisque si elles sont présentes, on parle de phallo irrégulier. 3 formes irrégulières, c'est l'anomalie coronaire, des CIV multiples et des problèmes sur les artères pulmonaires, les branches pulmonaires, que ce soit une anomalie de naissance, de nombre, mais surtout de taille, avec des AP. Alors pourquoi ces 3 choses-là, on les classe dans les formes irrégulières? En fait, c'est des éléments qui vont compromettre la réparation. Donc ça, c'est vraiment indispensable de statuer là-dessus, hein, sur les coronaires, la présence de multiples et les AP, avant d'envoyer le patient à la chirurgie. Parce que ça compromet la cure complète. Pas toujours, mais quand il y a une anomalie, souvent ça compromet la cure complète, ça change le programme chirurgical, c'est toujours bien de le savoir en avance, mais surtout il y a des fois où ça rend impossible la cure complète, et donc on va proposer une autre stratégie, une palliation, par exemple, ça peut changer les choses dès les premières semaines de vie. Voilà. J'ajouterais que si on a un doute sur la taille des artères pulmonaires, ou surtout sur l'implantation des coronaires, dans ce cas-là, on va facilement faire un scanner précoce pour répondre à la question est-ce que c'est une forme irrégulière ou non. Vous avez compris que, peut-être encore une fois, mais la notion de forme irrégulière, ça se rattache au programme chirurgical. Si c'est irrégulier, ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme d'habitude. Ok. Donc vraiment, les trois choses importantes, c'est pour manager la naissance, la sévérité de l'obstacle et le canal. Et puis pour manager, bon, pas vraiment la naissance, mais on va dire quand même assez précocement, pour répondre à la question est-ce que c'est une forme irrégulière? Parce que si c'est une forme irrégulière avec des coronaires, des AP toutes petites, des coronaires très mal implantés, des CID multiples, bah, on va changer le programme et ça va avoir un impact dès les premières semaines de vie parce qu'on peut partir sur une palliation assez précoce. Ok, pour les buts de l'échographie. Bon, j'ai mis quelques boucles, je ne vous fais pas noyer de boucles non plus, hein, mais voilà, donc l'aspect classique échographique en coupe paracérébrale grand axe, une tétralogie de Fallot avec l'aorte à cheval sur cette large CIV conoventriculaire avec un champ de pied droit-gauche par la CIV. Voilà, ici, une vue sur la voie VTAP avec, vous voyez, l'aliasing qui commence ici, là, finalement, au-dessus de la valve. Hein. Même ici, ça commence un petit peu. La valve est ici. Vous voyez là sur l'autre image sans la couleur. L'aliase aussi au-dessus. Donc au-dessus, c'est l'infundibulum. Des boucles au moins. Là, on peut voir vraiment la double composante de cet obstacle. La taille de l'anneau ici en ici, vous voyez ce petit flux rouge, le père, qui est bien sûr qui était toujours présent chez ce. Voilà, ici, c'est un rapide texte aussi, mais on voit bien en fait cette bascule antérieure et droite du septum conal ici. En fait, provoquer l'obstacle, là, on le voit, l'aliasing ici commence au niveau de l'infundibulum. Et donc, je vous disais, c'est vraiment deux choses qui sont associées et qui sont différentes. L'obstacle infundibulaire et l'obstacle valvulaire. L'obstacle valvulaire, il est fixe. La valve, elle est petite, elle est dysplasique. Donc, cet obstacle valvulaire, il est fixe, il ne change pas, il ne va pas beaucoup changer dans le temps. Hein, ça peut changer évidemment en fonction de comment le bébé pousse derrière. Mais voilà. Et ça va nous donner, en Doppler continu, un aspect en doigt de gant. C'est cette partie-là. Donc, on va mesurer le gradient moyen en contrôlant comme ça. Et puis la Vmax. Okay. Ça, donc l'aspect en doigt de gant, c'est la composante valvulaire qui est statique, qui est liée à la taille, caractère dysplasique de la valve. Okay. À côté de ça, on voit souvent une composante dynamique. Donc le flux Doppler, là, on dit qu'il est en lame de sable. Vous voyez ici, on voit en fait les deux composantes en même temps, hein, qui sont associées sur le même tir Doppler.
donc un aspect en lame de sabre. Ici, donc, vous voyez que la composante dynamique, elle est, on va dire, elle a une vitesse max plus basse que la composante valvulaire, mais ce n'est pas toujours le cas, par contre c'est l'inverse. Et donc cette composante infundibulaire en lame de sable, c'est important de la quantifier parce que elle est dynamique, c'est au niveau de l'infundibulaire, donc c'est du muscle. Et donc selon la contraction de ce muscle, l'obstacle, le gradient peut être plus ou moins important. Okay, donc ça peut varier beaucoup dans le temps en fonction des conditions, on va dire, adrénaline du patient, de sa fréquence cardiaque, de son myotropisme, etc. Et c'est cette composante-là qui est à l'origine, on le verra après, des malaises. Okay, donc c'est important de séparer ces deux composantes et on peut le voir très facilement, comme je vous montrais avant sur juste l'aliasing en fait. Où est-ce que ça débute, voilà. Mais si on veut le quantifier un peu plus, avec le tir Doppler continu, on y arrive très bien. Ok. Donc voilà, bon, la composante valvulaire, évidemment, on va analyser aussi la valve, on va prendre la taille de l'anneau. Souvent, on a des valves comme ça, là, vous voyez, qui peuvent être assez petites, dysplasiques. On voit que les feuillets sont très épaissis. On voit ici qu'elle s'ouvre pas du tout normalement, hein, elle s'ouvre en dôme un peu. Quand elle est ouverte, il y a quoi, cet aspect de dôme. Donc le caractère dysplasique des feuillets, l'ouverture dômante, la taille de l'anneau, ça c'est des éléments qui sont à notifier. Voilà. Et puis on voit ici bien sûr en Doppler polaire l'obstacle valvulaire. Ok, donc je vous parlais des formes irrégulières. Bon, je n'ai pas forcément mis de doute sur le CID multiple. Là, on regarde tout le secteur, on voit s'il y a des CID. Les artères pulmonaires, voilà, c'est mesuré, c'est pas d'incidence particulière. En revanche, les coronaires, ça c'est quand même important. En gros, bon, il y a évidemment en cardiologie congénitale, on peut tout imaginer, mais quand même, la forme qu'il faut éliminer, c'est celle qui va gêner le chirurgien. Donc, c'est l'IVA qui naît de la droite. Okay, vous voyez ici, là, l'IVA qui naît du sinus droit, enfin, de la coronaire droite. En fait. Et pourquoi c'est important? Déjà, c'est le plus fréquent, c'est 3 à 5% des cas. Le reste, c'est un peu plus anecdotique. Et cette coronaire, elle va venir passer devant l'infundibulum pulmonaire. Vous le voyez ici en reconstruction scanner, là. Donc, on voit bien que ici, ça va venir gêner potentiellement l'ouverture de l'anneau par le chirurgien. Impossible, en fait, cette chirurgie. Et donc, il va falloir trouver d'autres stratégies. Ça peut être des tubes VDAP, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ça impose, vous prenez bien, quand on voit cette image, on comprend bien que ça impose de changer notre stratégie chirurgicale habituelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des éléments fondamentaux de l'analyse préopératoire. Et si on a un doute là-dessus, on fera un scanner. Vous voyez ici des images échographiques d'une naissance normale des artères coronaires. Ici, la coronaire droite. Et puis là, le tronc de la coronaire gauche, qui naissent en position normale pour le tétraogyte phallo. Et là, sur un scanner aussi, et la naissance normale des coronaires. Je vais peut-être essayer de faire défiler. Voilà, ici. Donc en haut la coronaire droite, en bas la coronaire gauche, qui naissent en position normale pour une tétraogyte phallo. On voit la division IVA-CX. Tout va bien. Ok, est-ce que vous avez des questions sur la partie évaluation écho? Ça marche. On va passer à la partie prise en charge. Donc, la première étape de la prise en charge, c'est la prise en charge de la naissance. J'essaie de faire ce petit diagramme qui est très simple, mais qui est forcément faux. Mais voilà, qui a le mérite, on va dire, d'essayer de simplifier au maximum le message. En gros, le mot-clé, c'est est-ce que le patient est plutôt dépendant. Voilà. C'est ça qui va changer toute la prise en charge néonatale, sachant que la plupart du temps, le patient n'est pas dépendant. L'immense majorité des travaux vitaux. Plutôt dépendant, ça veut dire quoi? Vous savez, ça veut dire qu'il y a besoin du canal artériel pour assurer la perfusion pulmonaire. La perfusion pulmonaire native est insuffisante. Okay, donc, chez ces patients-là, on a un risque à la fermeture du canal. Bon. Comment on détermine ça? Déjà, est-ce que le patient est bleu, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'il a une cyanose extrême, donc en dessous de 75 de SAX, on va dire,
Il y a plusieurs cas de figure. Il y a le patient qui a 65 de SAT, qui est acide, qui ne va pas bien du tout, lui, c'est sûr qu'il est dépendant. Voilà. Mais au-delà de ça, quand même, sur une saturation assez basse, en dessous de 75, 70, il n'y a pas de cut-off précis du niveau de saturation, mais en gros, s'il est trop cyanosé, c'est que l'obstacle est trop important de toute façon, et que donc le patient est ductodépendant, et donc il faudra de la protéine et éventuellement euh, une palliation. Et si le patient, à l'inverse, est rose, ce qui est le cas de la plupart des panneaux, il faut s'assurer que le canal soit fermé. Je vous disais, c'est un élément important de l'évaluation anténatale, enfin néonatale, pardon, puisque si le patient est rose, mais que le canal est ouvert, on ne peut pas savoir s'il est ductodépendant. En fait. Voilà. Donc, si le canal est fermé et que le patient est rose, là, c'est bon. On sait que la saturation ne va pas chuter. Quand je dis rose, au-dessus de 85. Dans ce cas-là, le patient peut rentrer à la maison. Le canal est fermé, la SAT est bonne, il ne va rien se passer de plus a priori. Il sera suivi régulièrement, mais voilà. Les cas qui vont nous embêter un peu plus, c'est le patient qui est rose, mais avec un canal encore ouvert. Qui parfois va mettre un peu de temps à se fermer. Alors, comment on fait? En gros, si l'obstacle est sévère, et là, on peut prendre les critères de sévérité habituels, hein, IT max à 4 mètres secondes, à moyen à 40. Ou si ça nous, voilà, dans les cas où ça nous paraît sévère, il n'y a pas de critères stricts, hein, mais quand l'obstacle a l'air sévère, on hospitalise, enfin, nous ici en tout cas à Bordeaux, on les hospitalise de soins intensifs de cardiopédiatrie, et on ne met pas forcément de prostine, mais on surveille la fermeture du canal quand même avec une surveillance armée en milieu de soins intensifs, prêt à intervenir si le patient se dégrade à la fermeture du canal. On suppose fait de la sévérité de l'obstacle. Et puis, bon, il y a tous les cas où on ne peut pas conclure. Donc, le patient est rose, le canal est toujours ouvert. L'obstacle ne paraît pas très sévère, mais enfin, quand même. Et là, franchement, je me suis un peu pris la tête pour essayer de complexifier un peu le schéma. Finalement, je vais laisser comme ça. En fait, il faut vraiment voir au cas par cas, parce que ça dépend de tellement de choses. On dit qu'il est rose, mais c'est quoi exactement? C'est pas pareil s'il a 84 de SAT ou s'il a 82. Le canal, il est ouvert, mais comment il est? Est-ce qu'il est tout petit? Est-ce qu'il est là? C'est vraiment un cas de figure qui ne peut pas rentrer dans un diagramme. C'est vraiment au cas par cas. Soit il va pouvoir rentrer à la maison, soit il va être hospitalisé jusqu'à la fermeture du canal artériel. OK? Donc, je vous l'ai dit, dans les cas de ductodépendance, on va proposer une prise en charge palliative. Pas que dans les cas de ductodépendance. Hein, je vous parlais tout à l'heure des formes irrégulières, avec les coronaires qui barrent la route, des CID multiples, ou des toutes petites AP. Voilà. Il y a aussi un autre cas de figure, c'est le patient qui est trop petit pour la queue complète et qui fait beaucoup de malaise. Celui-là, on n'a pas envie de prendre le risque qu'il décède à la maison, donc on lui propose aussi une palliation le temps de la queue complète. C'est un peu les trois indications de, de, de palliation première, sachant que les deux premières ne forment plutôt dépendent des formes régulières, c'est souvent les formes dépendantes des formes régulières. Ok, donc qu'est-ce que c'est comme palliation? La palliation classique, c'est le charme de galactocytoma, qui est d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, en 1944, cette intervention, il y a 80 ans, c'est la première vraie chirurgie cardiaque, on va dire, mondiale. D'accord, c'était sur un bébé qui avait été traduit de Palo, c'est qui on a fait ce charme de Bellamy. C'est vraiment, enfin, je pense, aujourd'hui ça peut paraît tellement basique, mais c'était il y a moins d'un siècle, il y a 80 ans, et ça a vraiment révolutionné la chirurgie cardiaque pédiatrique, mais adulte, hein. C'est-à-dire qu'avant, on ne touchait pas au cœur. Quoi. Voilà. Le premier patient opéré d'une chirurgie cardiaque, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était un bébé qui avait un palo chez qui on a fait un charme de Bellamy. Voilà, donc ça a vraiment ouvert la voie à tout ça. Ça reste la référence, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les considérations. Chez qui on va proposer plutôt un setting du canal, une ouverture VDAP, ou je ne sais quelle autre technique. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Mais la technique de référence basique, si on veut rester simple, c'est le Blaloc pour apporter du débit au poumon. Voilà, donc ça c'est une photo des trois médecins qui ont participé à cette intervention pionnière. Donc Blaloc à gauche, Vivienne Thomas au milieu et Hélène Tossig qui était cardiopédiatre. Voilà, donc ça c'est pour les formes pour nécessiter un shunt pour apporter du débit au poumon le temps de faire la cure complète. Mais habituellement, les formes régulières, on les surveille en consultation avec l'écho pour voir voilà,
l'obstacle, le retentissement de l'obstacle, notamment sur les pressions dans le ventricule droit et sur la fonction du ventricule droit, systolique et diastolique, et bien sûr le niveau de saturation. Ces éléments-là, échographiques, que je viens de vous donner, et la saturation, ça va influer un petit peu sur le timing opératoire. On dit 6 mois, 6 kilos pour donner vraiment un ordre d'idée assez large, hein, mais ça peut être avant, ça peut être après. C'est pas un élément qu'on va scruter de façon extrêmement fixe. Hein. Le poids et l'âge, c'est important, mais on va s'adapter au niveau de saturation et à l'écho. Et pendant cette période des 6 premiers mois, la principale complication à éviter, c'est le malaise. Bon, je vous ai mis cette photo-là parce que généralement, c'est comme ça qu'ils arrivent à la chirurgie. Ils sont un peu bleus et assez gros. Pourquoi assez gros? Parce que, en fait, déjà, c'est une cardiopathie cétogène, ils n'ont pas forcément de problème alimentaire ou autre. Mais surtout, le message qu'on donne aux parents, c'est qu'il faut éviter les malaises, il ne faut pas qu'ils pleurent. Donc, dès qu'ils pleurent, clac, ils vont. Voilà. Et en plus, les parents, ils savent que plus il est gros, plus il est opéré vite. C'est pour ça que généralement, ils arrivent à 6 mois, ils font largement plus de 6 kilos. Donc, le malaise, qui est voilà, le principal problème de cette période préopératoire dans les formes régulières. Le mot-clé, vraiment, c'est le spasme infundibulaire. Donc, je vous ai dit, il y a une composante qui est dynamique à cet obstacle VDAP. Euh, cette composante dynamique, elle peut aller jusqu'à un spasme complet de l'infundibulum, où il n'y a plus du tout de passage VDAP, et donc un hyponémie pulmonaire, ce qui entraîne donc évidemment une cyanose extrêmement profonde, qui a des conséquences neurologiques avec perte de contact hypotonique, quoi. Et un élément sémiologique important, c'est la disparition du souffle, puisque quand on a un impact complet, quand il n'y a plus du tout de passage, il n'y a plus de souffle, quoi, comme il y a très pulmonaire. D'où le tableau de la phase hypotonique, cyanose, hypotonie, perte de contact et disparition du souffle. Alors, par quoi est causé ce spasme infundibulaire? J'ai fait le truc un peu à l'envers. En gros, c'est causé, le principal déterminant, c'est la tachycardie. Et donc, tout ce qui va causer une tachycardie, mais très souvent, ça va être voilà, le contexte de stress, de faim, de pleurs, l'effort, l'agression, une agression quelconque, X ou Y. Ça peut être une hypoxie pour une raison autre, hein, une infection respiratoire. Ça peut être de l'hypovolémie aussi souvent. Voilà. Donc, le plus souvent, c'est ça, le contexte vraiment de stress, d'agitation et tout ça. Mais ça peut aussi être d'autres choses, notamment l'hypoxie, l'hypovolémie. Et en tout cas, ça se traduit par une tachycardie et c'est ça qui va précipiter un peu les choses sur une phase infundibulaire. On n'a pas trop de moyens de savoir qui va, savoir en tout cas avec un bon degré de certitude, qui va potentiellement faire des malaises ou pas. C'est peu de patients, mais quand même. Et bon, les deux phases, elles proviennent de la physiopathe. Hein. La phase tonique au début, le décénaire, synapsénaire. Puis la phase hypotonique, là, c'est un réel malaise avec absence de passage dans l'infundibulum. Ils sont plus d'images. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un malaise intramuspalo? Donc en 1, c'est calmer. Alors c'est se calmer principalement, parce que ça se passe bien quand même souvent. Hein. Moi, j'ai jamais vu de malaise qui finissait très mal dans mon expérience, qui ne sont pas non plus en décennie, hein, d'accord? Et quand même. Voilà, donc se calmer, rester zen, et calmer l'enfant aussi. Donc parfois on est même amené à faire du Valium. Mais en gros, voilà, essayer de restaurer un environnement propice au calme parce que finalement, c'est vraiment ça la clé de voûte de la physiopathe du malaise. Donc, c'est ça qu'il faut traiter forcément. Hein. Voilà, on va remplir le patient. Bon, s'il a une voix, c'est vraiment le cas, on peut remplir au cristalloïde, tout ce que vous pouvez. Mais si on n'a pas de voix, plutôt que de faire une autre agression à poser une voix, souvent, on va les mettre en squatting ou appuyer un peu sur le ventre pour être plus petit. Il y a une espèce de remplissage endogène. Et ça, vous savez peut-être, hein, s'il y en a qui s'occupent de patients en chambre locale de mécénat sur le cardiaque ou autre, c'est des enfants qui se mettent d'eux-mêmes en squatting. Donc c'est une position qui a une physiopathe en fait assez intéressante et assez complexe. Il y a pas mal de littérature dessus. Donc non seulement ça permet de faire un auto-remplissage, mais en plus ça coude des artères fémorales et donc ça monte finalement la post-charge gauche, ce qui en fait euh, réoriente, enfin, la post-charge gauche étant augmentée, les résistance vasculaires systémiques étant augmentées plutôt, du coup, le sang va avoir plus tendance à aller vers les poumons que vers un système. C'est quand même, non seulement on remplit, mais en plus, on augmente un peu les résistances vasculaires systémiques, donc c'est quand même assez intéressant comme truc. Donc, ils le font de même, les enfants enfin, au début, qui voient le malaise un peu venir, mais on peut le faire nous-mêmes aussi. Au kiné, bon, c'est pas vraiment l'enjeu, ça ne mange pas de pain, mais l'enjeu, c'est l'obstacle. Hein. Après, autant avoir les résistances vasculaires primaires les plus basses possibles, ça c'est sûr.
Mais voilà. Et puis, si vraiment ça passe pas, c'est rarissime d'avoir à le faire. Mais c'est une des seules, voire la seule indication bêta-bloquant inhibé chez l'enfant. Donc bêta-bloqué, à bloc cardiaque, propranolol, 0,1 mg kilo, 10 mg kilo, mais ce que j'ai envie aussi, c'est qu'en gros, on pousse doucement jusqu'à réentendre le souffle à l'auscultation. Ok, une fois que le patient a fait son premier malaise, généralement, il est opéré. Je vous disais, s'il est tout petit, bah, il aura un chat, une palliation. Et s'il est un peu plus gros, bah, on va essayer de faire la complète un peu plus tôt, selon la décision médico-chirurgicale. Et jusqu'à l'intervention, ils sont sous bêta-bloquants en prévention secondaire. Péros, généralement, Pranolol aussi à autour de 2-3 mg kg. L'idée du bêta-bloquant, vous avez compris, hein, c'est d'éviter la tachycardie qui est vraiment le nœud du problème du malaise bêta-bloquant. Ok. Bon, voilà, j'ai fini un peu ce que je voulais vous dire. J'avais mis deux diapos sur la prise en charge beaucoup plus tard, dans l'enfance ou à l'âge adulte. Bon, les patients en mission en consultation, les principales problématiques qu'il peut y avoir, c'est évidemment bon, les lésions résiduelles. Ça dépend un peu du type de chirurgie qui a été faite, donc c'est difficile à résumer rapidement. Est-ce qu'il y a un obstacle résiduel? Quel est le degré d'insuffisance pulmonaire et donc de dilatation du BD? Est-ce qu'il y a un problème sur les branches, notamment sur l'artère pulmonaire gauche? Et bon, il y a d'autres choses d'autres problèmes qui peuvent arriver en décardite avec cette dissection, mais le principal truc quand même, c'est les troubles du rythme. Le rythme atrial, ça il y en a, mais le gros souci, c'est les troubles du rythme ventriculaire qui sont dus à la surcharge volumétrique du ventricule droit, le ventricule droit qui a été agressé. Bon, il y a plusieurs facteurs de risque de ça, mais le principal, c'est la taille des QRS. Malgré tout, ce qu'il faut retenir quand même, bon, voilà, il y a des limites de complications et tout, mais le panneau, c'est un produit qui est excellent pour super rapport. Voilà. Bon, c'est des patients qu'on va être amené à revalider, vous le savez. Je vous ai remis ici les. Voilà, je ne rentre pas dans le truc revalidation percutanée chirurgicale. Juste en gros savoir à peu près qui on va revalider et quand. C'est quand il y a. Bah, évidemment, il faut qu'il y ait une lésion cible, hein, donc une fuite, souvent une fuite, ou une sténose résiduelle importante. Et comme dans toutes les valvulopathies, les patients, on va les amener au bloc s'ils sont symptomatiques, que ce soit des vrais symptômes ou éventuellement une limitation de VO2, donc ce qu'on appelle des causes asymptomatiques, qui disent qu'ils vont bien, donc ils ne font rien. Voilà, quand on est quelque chose, ben, on voit qu'ils ne font pas bien. Et puis sinon, les patients asymptomatiques, donc ça c'est débattu, mais voilà, il y a quand même des guidelines qui sont assez clairs, qui donnent des cut-offs en termes de volume ventriculaire droit, de pression ventriculaire droite, de fonction systolique ventriculaire droite, et tout ça, bon, pas la pression, mais la fonction systolique et le volume, c'est vraiment l'IRM qui est l'examen clé qu'on répète de façon systématique chez ces patients pour nous aider à poser le cut-off de revalidation. Voilà. Voilà, après, bon, j'avais juste deux diapos sur une forme qui est, dit que c'est un phallo, mais c'est pas vraiment un phallo. En fait, c'est un phallo parce que il y a une déviation antéro-droite du septum conal, mais ça n'a rien à voir comme clinique, comme chirurgie et tout ça. C'est la génésie lavage pulmonaire. Donc, il y a toujours cette même déviation. On peut retrouver les éléments décrits par phallo, mais il n'y a pas de valve pulmonaire. Et donc là, il y a des artères pulmonaires qui vont être complètement ectasiques parce qu'il y a une fuite qui est massive et donc qui est une surcharge en volume extrêmement importante. Et souvent, le problème, c'est un problème respiratoire, de compression des voies aériennes par ces AP. Et donc là, voilà, le petit truc dans la prise en charge dans les premiers jours, c'est le décubitus ventral qui permet, en fait, puisque les AP sont antérieures, le fait de mettre les patients sur le ventre, ça va diminuer la compression des bronches par les artères. Voilà. Ça, on le voit très, très bien quand on regarde des images d'écho ou de scan que je vous ai mis ici. Donc, vous allez voir les AP qui sont vraiment énormes. Alors, ça ne pose pas tellement de problème diagnostiques. Donc, ça, c'est l'AP gauche. L'AP droite, vous voyez que ça comprime complètement les voies aériennes. Ça, c'est l'artère pulmonaire qui est mesurée. Ça pose aucun problème diagnostique. Le seul problème, c'est que des fois, c'est tellement énorme qu'on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Voilà. Le phallo avec la génésie pulmonaire, a une particularité à connaître, mais qui est quand même très, très différente. Et là, vous voyez ici l'absence de valve et du coup, cette énorme fuite qui est responsable de la surcharge volumétrique et des classes vitales. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, pas de questions. Très bien.